à cet engagement à plein temps pour l'environnement? Où j'étais toujours ornitho dès mon enfance. Hein, oui, ça, ouais. j'ai passé ma vie au début à regarder la nature, les paysages et étudier les oiseaux. Et j'ai trouvé un peu bizarre qu'à l'église et pendant mes connaissances chrétiennes, j'ai rien entendu de la question qui était les crises de l'environnement, des écosystèmes. Et en même temps, parmi mes amis du monde de la protection nature, j'ai rarement croisé avec des autres chrétiens. C'était comme deux mondes séparés. Vous avez voulu réunir ces deux mondes, en fait. J'ai voulu réunir les deux mondes. Parce que dans le monde de la protection nature, on se demande comment transformer nos comportements. Quelle va nous apporter cette nouvelle vie qui change nos comportements. Et dans le monde de l'Église, on s'est rendu compte petit à petit qu'on ne peut pas précisément aimer notre prochain sans s'engager pour son environnement. Vous n'avez pas été longtemps en paroisse, mais pourtant, les paroisses, c'est aussi un lieu possible d'engagement concret, par exemple, pour lutter contre le changement climatique, pour lutter pour l'environnement. Absolument. L'idée que la nature se trouve dans les forêts tropicales, d'une certaine façon, c'est pas très vrai, parce qu'on vit dans la création où on vit. Dans quel contexte où on vit. Et 50% de la population de la Terre maintenant vivent dans les grandes cités, dans les grandes villes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les paroisses concrètement? Dans les paroisses, j'ai connu pas mal de paroisses maintenant qui mesurent leur énergie, qui regardent ce qu'ils mangent, le moyen de transport, s'ils ont des bâtiments, comment on chauffe le bâtiment, comment on fait la lumière. Il y a beaucoup de gens des paroisses qui nous écoutent là et qui disent « Oh là là, mais ça c'est trop énorme pour moi, j'arriverai pas à le faire. » Non, mais il y a les petits pas qu'on peut faire. C'est pas une question d'arriver tout d'un coup. C'est une question de commencer un voyage, mais en relation avec Dieu. Ça fait partie aussi de notre louange. Qu'on comprend que, en fait, Dieu s'intéresse pour ce qu'on mange, pour comment on voyage, pour tout ce qui est la vie. Jésus a dit qu'il est venu pour nous apporter la vie et pas la religion. Il faut regarder cette vie dans une optique de la protection de sa création. Arrocha l'a aussi matérialisé avec un programme qui s'appelle Éco-Congrégation. Oui, il y a un programme qui s'appelle Éco-Congrégation, qui est en train de s'épargner par plusieurs pays maintenant. C'est les petits pas que les églises peuvent prendre. Et encore une fois, je pense que parfois les gens sont désespérés devant ce challenge, ce défi qui est si grand. Mais là, on peut prendre vraiment des actions concrètes et faire des petits changements qui vont faire une différence. Dans la vallée des Baux-de-Provence où nous nous trouvons en ce moment, il y a donc l'action ornithologique qu'on a vue. Et puis Arrocha mène une action aussi de restauration des marais. C'est cette action que nous allons découvrir maintenant. Au pied des Alpilles, les marais des Baux-de-Provence s'étendent sur 1800 hectares. Dans les années 1970, ils furent asséchés pour permettre un développement céréalier. À l'initiative d'Arrocha, en concertation avec leurs propriétaires, ils sont aujourd'hui progressivement restaurés. Lorsqu'on va remettre de l'eau dans un marais, on va avoir un gain en biodiversité. Et donc là, par exemple, on est sur le plus grand dortoir européen d'hirondelles rustiques. C'est tout à fait remarquable et c'est lié à la présence des marais. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vraiment que les gens, dans leur cœur, dans leur représentation, dans leur esprit, se rendent compte qu'il y a un certain nombre de valeurs, de services, de fonctions liées aux zones humides bien préservées. Et c'est également un projet de revalorisation, de diversification au niveau de l'exploitation de ces marais. Depuis la remise en eau d'une partie des marais, 4 entreprises valorisent ces ressources naturelles et spontanées. Un éleveur d'ovins, un pêcheur d'écrevisses, un exploitant de roseaux et un éleveur de taureaux. Si autrefois ces redoutables taureaux de combat allaient paisiblement s'alimenter au râtelier, aujourd'hui, ils doivent se débrouiller tout seuls. Concrètement, pour mon élevage et tout, ça peut donner un autre comportement au taureau. Peut-être un comportement un peu plus agressif, un peu plus naturel taureau de combat. Vous savez, de donner de la nourriture à un taureau, de lui porter, c'est pas naturel. Et il n'a pas besoin qu'on y mène. C'est des taureaux sauvages. Il faut que ça redevienne sauvage. Si les marais ont longtemps été associés à l'insalubrité et aux moustiques, on redécouvre aujourd'hui leur fonction de réduction des risques d'inondation et de filtration de l'eau.
Pour les communes environnantes, c'est un gain dans la mesure où d'avoir une ressource en eau, d'avoir une zone de filtrage des nappes, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Sur des communes qui sont toutes situées en pied de colline et où les problèmes d'eau, effectivement, sont des problèmes au quotidien. Alors l'eau du marais ne sert pas à l'alimentation en eau potable des communes, mais par contre créer un réservoir et créer une sorte de filtre naturel pour alimenter les nappes souterraines. Le projet d'Arocha n'est pas de mettre en dehors de ce territoire des acteurs privés, qui soient propriétaires, exploitants agricoles ou autres. Ce n'est pas un projet de mise sous cloche, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant, d'informer les gens, de mettre en avant toutes ces valeurs liées aux zones humides, on va dire bien gérées, bien préservées, d'en montrer les limites et de savoir comment est-ce qu'on peut justement gérer de manière durable les choses. Dans le reportage, François Tron parle de la valeur des marais. Alors sans doute ça vaut quelque chose, mais est-ce que des marais, ça a aussi une valeur, des valeurs au sens éthique du terme? C'est certain que tout ce que vient de Dieu a une valeur éthique. Et si on ne comprend pas toujours pourquoi, il faut au moins réfléchir avant de tout transformer. Mais la valeur éthique des marais de la vallée des Baux, c'est évident. Il y a quelques années, il y avait au moins 10 000 personnes qui étaient hors leur maison à cause des inondations. Et ces inondations venaient carrément de l'absence des marais qui, avant, étaient toujours sur place pour absorber toutes ces eaux qui arrivent dans les orages, qui d'ailleurs sont de plus en plus fortes avec le changement de climat. La conservation, la pédagogie, est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau face à l'ampleur de la crise climatique? Aujourd'hui, les associations de défense de l'environnement, mais aussi les églises, s'engagent dans la pression sur les pouvoirs publics, dans la prise de parole publique. Oui, mais est-ce que vous aussi, mais vous êtes là-dedans? Tu sais que l'organisation qui n'est pas gouvernementale dans le monde, qui est le plus grand, c'est l'Église chrétienne. Alors, vous avez une organisation qui va avoir un gros impact. Et en plus, si on regarde dans le monde où se trouve la biodiversité, et c'est plus ou moins 2% de la superficie terrestre de la Terre, souvent les populations locales, surtout dans l'hémisphère sud, sont les chrétiens. Alors, sans l'engagement de l'Église, ça va être très très difficile de faire une action efficace. Et avec l'Église, on peut bien avoir un effet assez fort sur tout ce qui se passe. Là, on vit l'impact du changement du climat dans une façon plus directe. Et là, en fait, on ressent l'appel des leaders des églises le plus fort. Mais si je vous donne un exemple du pays de Kenya, le forêt de la côte s'étendait 4000 km entre Somalie au nord jusqu'à Mozambique au sud. Et maintenant, c'est réduit à plus ou moins 40 km. C'est un tout petit bout qui reste. Et la raison pour laquelle c'est détruit, c'est que les populations locales ont besoin de trouver les moyens pour soutenir leurs enfants à l'école. À partir de 13 ans, 12 ans au Kenya, il faut payer pour l'éducation. Alors les gens coupent les forêts pour vendre le bois aux touristes et pour le charbon, pour chauffer leur repas et pour se chauffer. Donc c'est un cas où il y a un enjeu où le développement et l'environnement vont ensemble, c'est ça? Voilà. Et ce qu'on avait fait, on avait monté avec l'aide des Nations Unies un petit projet avec une infrastructure assez légère de tourisme qui fait entrer les touristes dans la forêt et pour observer les oiseaux dans la côte. Et tout l'argent de ces expéditions paye maintenant les frais de l'école des enfants. Alors, le forêt est devenu le banquier pour les écoles. Et il y a maintenant plus de 150 enfants de la région qui ont une éducation. Quelques-uns commencent déjà à l'entrée d'université. Et toutes les écoles, il y en a une trentaine autour du forêt, ont commencé à replanter le forêt et de sauvegarder ce qui reste. Vous avez aussi dans le sud des programmes de compensation. Alors c'est un terme et un dispositif qu'on ne connaît pas bien en France. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Oui, nous avons un programme qui en anglais s'appelle Climate Stewards. Ça va commencer en France, mais pour le moment ça n'existe pas malheureusement. Mais il y a un site web qu'on a où on peut mesurer les émissions de gaz carbonique. Et nos équipes dans le sud, précisément au Ghana, sont en train de planter les forêts
qui garde la biodiversité, qui crée les emplois et qui capture cette gaz carbonique dans une forme de stabiliser le climat. C'est-à-dire que si je prends ma voiture ou l'avion sur un certain nombre de kilomètres, je vais sur le site, Voilà. je regarde combien de gaz carbonique j'ai émis sur ce transport, et à ce moment-là, combien ça coûte ouais, pour planter le numéro d'arbre qui va capter le cette gaz carbonique que j'ai émis en me transportant. Voilà. Mais au même D'accord. moment, on arrive aussi à créer les emplois dans les communautés pauvres et de restaurer la biodiversité. Ce n'est pas simplement une question de mettre les arbres dans les habitats où on ne doit pas, mais vraiment les forêts indigènes et les forêts qui créent les conditions pour faire vivre ces communautés plus pauvres. Aujourd'hui, dans le développement d'Arocha au niveau international, quels sont pour vous les enjeux importants? Les enjeux, c'est certainement la compréhension vite de l'importance du sujet. On dort pendant qu'on est en train de perdre presque 30% des espèces sur la Terre. C'est que là, il y a vraiment urgence par rapport au climat. Hein. Mais enseigner la Bible, c'est la façon la plus efficace pour moi de changer les comportements. Parce que c'est tout là. La vie chrétienne authentique, c'est une vie écologique. Mais on a été fasciné un peu par notre histoire, l'histoire des humains, des gens. Mais on a oublié complètement que l'Évangile nous touche en toute notre vie et surtout notre relation avec la création. Vous avez aussi un projet en France, dans la région de Nice? Oui, ça commence cette nouvelle aventure pour Arocha France. C'était un centre qui appartenait à notre association protestante et ils nous ont offert ce centre qui a 600 hectares d'habitats naturels, des milieux naturels, derrière Nice, près de Tourette-sur-Loup. Et on espère ouvrir nos portes à 30 000 visiteurs par an qui peuvent balader, qui peuvent accompagner leurs enfants dans la nature et qui peuvent recevoir aussi pas mal de bénévoles. Il y a une centaine de lits, alors il y a place pour tout le monde. Alors c'est Paul Janson qu'on a vu dans les reportages qui va avoir en charge ce Voilà. grand projet. 25 ans après la création d'Arocha, est-ce que vous êtes toujours engagé? Ça vous fait toujours autant plaisir ce travail-là? Et quelle est devenue votre fonction? Parce que j'imagine que vous êtes moins dans... Vous ne faites plus la même chose qu'au début. Oh, je reste avec mes pieds sur terre à cause de mon implication ici en France. Parfois, j'arrive à faire le bagage avec l'équipe ou accompagner les visiteurs ou faire les activités. Ça, c'est important. En fait, Arocha n'a pas de siège. Tout le monde dans l'équipe internationale qui fait la coordination, nous sommes 23 personnes en 8 ou 9 pays. Chacun fait partie d'une communauté locale. Alors, j'arrive plus ou moins à faire ça. Et parce que cette vie d'Arocha, pour moi, c'est une réponse à Dieu. Ça fait partie de ma vie en Christ. C'est renouvelé chaque jour comme tout être chrétien. Et je ne suis pas fatigué, je suis aussi enthousiaste que toujours. Et j'espère que je vais rester toujours comme ça. Si, pour terminer, vous deviez donner une exhortation aux téléspectateurs, qu'ils soient croyants ou non, qu'est-ce que vous leur diriez? Oh, réfléchissez. Il faut qu'on considère pourquoi on vit notre vie dans la façon qu'on a choisie. Les pourquoi. Et pour le chrétien, je pense qu'il faut qu'on entende mieux que Dieu s'intéresse pour tout et qu'on peut le confier pour tout. Et surtout pour la façon dont on vit dans sa création. Peter Harris, merci. On vous souhaite de continuer longtemps à faire ce qui vous passionne et ce qui est si profitable pour notre environnement. Vous pourrez retrouver sur notre site, accessible par le site de France 2, les références d'Arocha et d'autres associations chrétiennes qui œuvrent pour l'environnement, ainsi que les références de l'ouvrage de Peter Harris, Foi d'écolo. Cette émission est maintenant terminée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prochain et de la planète. Au revoir, bon dimanche.